première vidéo, je vais suivre ce que veulent certains étudiants en fonction de leur demande. Donc, ils souhaitent que ça porte sur le traitement du diabète. Et on va voir comment on peut aborder cette question de façon la plus simplifiée possible. Pour comprendre les différents traitements du diabète qui sont assez nombreux pour arriver à plus ou moins les mémoriser, il n'est pas très pratique de mémoriser comme ça tous les produits et tous les médicaments qui sont disponibles. Par contre, ce que nous pourrions faire, par exemple, c'est avoir une certaine connaissance des piliers physiopathologiques du diabète, que ce soit du diabète de type 1 ou bien de type 2. On peut, par exemple, se concentrer sur le diabète de type 2, par exemple, ou bien, de façon plus générale, on peut en parler comme ça sur le diabète et donc sur cette hyperglycémie. Alors, dans un système d'homéostasie, quel qu'il soit, par exemple, c'est le cas de l'homéostasie calcique que j'avais précisé dans mes cours sur la dyscalcémie. Alors, la glycémie, comment est-elle régulée? Nous n'allons pas faire un cours portant sur toute la physiologie, mais il est extrêmement crucial d'avoir une idée sur les différents facteurs influents sur la régulation ou les fluctuations de la glycémie pour savoir comment que les chercheurs ont pu cibler certaines défaillances ou bien certaines étapes ou certains volets de la régulation de la glycémie. Donc nous avons un système régulé. Et ce système régulé, c'est bien sûr la glycémie. Et donc, cette glycémie, elle dépend de quoi en fait? D'accord? D'abord, si l'on réfléchissait plus ou moins terre à terre, cette glycémie proviendrait tout simplement d'une alimentation. D'accord? Mais pas seulement. Bien sûr, il existe le glucose endogène, le glucose qui est produit par notre organisme. Mais on va réfléchir de cette manière. Donc, pour qu'il y ait une glycémie adéquate pour subvenir aux besoins de l'organisme, sachant que le glucose est le substrat essentiel énergétique de l'organisme, donc il faudrait par exemple l'ingestion de glucides. D'accord? Et je tiendrai à préciser que ce système régulé, ou bien la problématique du diabète, elle provient d'un état d'hyperglycémie. Et quand on dit hyperglycémie, c'est une augmentation du glucose circulant dans le milieu vasculaire, c'est-à-dire au niveau sanguin et non pas au niveau des cellules. Cela est très très important à assimiler. D'abord. Et ensuite, je tiendrai à vous préciser, avant de rentrer dans les détails et dans le vif du sujet, que il existe des organes dits insulinodépendants et des organes dits non insulinodépendants. Les organes insulinodépendants, c'est la majorité des tissus, et l'organe, ou bien les organes qui ne sont pas insulinodépendants, en l'occurrence les cellules nerveuses, le cerveau et la rétine, ce sont des tissus ou des cellules qui captent les cellules indépendamment de la présence ou non d'insuline. D'accord? Alors, quel que soit le taux de glucose dans le sang, le cerveau, les cellules nerveuses captent le glucose, et quand il n'y a pas beaucoup de glucose au niveau sanguin, ces cellules sont privées de glucose et peuvent mourir. Maintenant, pour le reste de tous les tissus, en l'occurrence par exemple les muscles, toutes les autres cellules, ces cellules ne peuvent pas capter le glucose en l'absence d'insuline. Elles ont vraiment besoin d'insuline pour pouvoir capter ce glucose et l'utiliser. Ça, c'est très très important. Donc ce système régulé de glucose au niveau sanguin, c'est-à-dire la glycémie, elle dépendrait de quoi? Très bien. Alors, il faut savoir que les glucides, si elles proviennent des aliments, donc un aliment qui est ingéré, donc ça met en jeu ce que nous consommons. Donc d'abord, il y a la quantité de glucides ingérés qui va influer sur cette glycémie.
le passage de ces glucides et leur dégradation au niveau du tube digestif et surtout au niveau intestinal. Donc les glucides, si c'est des sucres rapides, ils sont rapidement absorbés, ils n'ont pas besoin d'une dégradation. Par contre, s'il s'agit de glucides complexes, ils ont besoin d'être dégradés par certaines enzymes intestinales. Donc voilà déjà que l'intestin joue déjà un rôle extrêmement important dans la régulation de la glycémie, par son absorption et bien sûr par la mise en jeu de ces enzymes. D'accord. Donc, lorsque le glucose il est absorbé à travers l'intestin, nous savons que déjà, dès l'arrivée du bol alimentaire au niveau intestinal, il y a une sécrétion insulinique qui est stimulée. Elle est stimulée par le pancréas et elle met en jeu certaines hormones qui sont sécrétées par l'intestin. Donc là, on voit déjà le rôle de l'intestin, son rôle de par son rôle exocrine et digestif, donc la dégradation des glucides, mais aussi par sa sécrétion de certaines hormones qui agissent et qui favorisent la sécrétion d'insuline. Voilà. Ensuite, ces glucides vont passer au niveau sanguin, le glucose passe au niveau sanguin, au niveau de la circulation porte, et il peut être acheminé au niveau du foie. Et alors là, on voit donc le rôle du foie. C'est là que vient le rôle du foie. Alors, le foie, il fait quoi? Le foie, c'est vraiment le thermostat, le thermostat du glucose, si vous voulez. Il peut stocker ou bien produire le glucose en fonction de la glycémie circulante et bien sûr, surtout en fonction de l'environnement hormonal, parce qu'il est soumis à des hormones. D'accord? Donc le foie également joue un rôle très important, mais sous la dépendance d'hormones. Il existe donc des hormones de contre-régulation qui font s'élever la glycémie et des hormones qui diminuent et l'hormone, si vous voulez, c'est la seule qui est l'insuline sécrétée par le pancréas. Ça, c'est aussi au niveau hépatique. Et puis viennent après donc les tissus périphériques, les muscles, les adipocytes par exemple, qui captent ce glucose et vont l'utiliser. Et donc la glycémie à ce moment-là également, elle dépend du degré de captation du glucose par ces tissus. D'accord? Donc en présence d'insuline, ces tissus devraient capter le glucose. Vous voyez, donc il y a aussi cette présence d'insuline ou des hormones de contre-régulation, mais aussi la réponse de ces tissus à l'insuline. Et c'est là que viennent donc les problèmes et la pathologie. Donc une hyperglycémie proviendrait d'une défaillance au niveau d'une de toutes ces étapes citées. D'accord? Et comme on l'avait dit, donc il ne faut pas oublier également que les organes sont soumis à... il y a des organes qui influencent donc le glucose circulant. On a parlé du foie, on a parlé des muscles, on a parlé donc de l'intestin, mais aussi il ne faut pas oublier le rein. Donc le rein joue également un rôle. Alors théoriquement ou dans les situations normales, le glucose ne devrait pas être excrété au niveau urinaire. Il est certes filtré à travers le glomérule rénal, il passe au niveau tubulaire, mais quasiment la totalité du glucose est réabsorbée au niveau tubulaire et il ne devrait pas y avoir de ce qu'on appelle d'émission ou d'excrétion de glucose par les urines, ce qu'on appelle la glycosurie. Cependant, lorsque la glycémie elle est très élevée, d'accord, très élevée, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la totalité, enfin le glucose qui est filtré à travers les urines est très concentré et que les transporteurs tubulaires ne vont pas suffire à réabsorber ce glucose. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on retrouve une glycosurie au cours du diabète. Voilà, très bien. Mais donc le fait que il y a ces transporteurs et que le glucose est en totalité réabsorbé, donc le rein ne permet pas une réduction de la glycémie, sauf dans des situations de glycémie très élevées. Autrement dit, lorsqu'il y a une hyperglycémie, il y a donc
une défaillance quelconque. Et la glycémie, lorsqu'elle augmente, elle peut augmenter donc à jeun ou bien après la prise d'un repas. Par exemple, si on prend un repas très très riche en glucides, il y a une certaine élévation de la glycémie. Mais cette élévation ne devrait pas aller au-delà de 1,40 g par litre en raison d'un système d'homéostasie plus ou moins sain. Par exemple, mais lorsqu'il y a donc une défaillance, c'est le cas du diabète par exemple, on peut trouver par exemple, pour simple exemple, une défaillance en insuline, c'est-à-dire que l'absence d'insuline va déterminer une hyperglycémie. Mais pas que. Alors cette absence d'insuline, il y a des altérations. C'est le cas du diabète de type 1. Donc un diabète de type 1, il y a une destruction quasi totale des cellules bêta des îlots de Langerhans et donc une élévation de la glycémie. C'est-à-dire absence d'insuline. Et le traitement, c'est de l'insuline par traitement substitutif. D'accord? Et dans ce cas, nous n'allons pas nous y attarder là-dessus. Par contre, en ce qui concerne le diabète de type 2, alors pour le diabète de type 2, c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, il y a ce phénomène d'insuline-résistance. L'insuline-résistance, elle est vraiment multifactorielle et elle détermine donc une mauvaise réponse des tissus périphériques et du foie à l'action de l'insuline. D'accord? Cette insuline va augmenter, mais à un moment donné, le pancréas va être dépassé et ne va pas donc sécréter assez pour pallier à cette hyperglycémie. Et donc, il y aurait donc ce qu'on appelle une insulinopénie relative. Donc, il y a ce qui est combiné, c'est l'insuline-résistance avec une certaine défaillance dans l'insulinosécrétion. Et donc, ça, ce sont les principaux piliers, si vous voulez, physiopathologiques du diabète de type 2 et sur lesquels nous pourrions, par exemple, agir. Donc, dans le diabète de type 2, d'accord, il y a une élévation de la glycémie. Si on parlait de la glycémie à jeun, d'accord, il y a une production hépatique de glucose qui est excessive, d'accord, c'est ce qui détermine la glycémie à jeun. La production hépatique de glucose, c'est la glycogénolyse, c'est-à-dire dégradation du glycogène stocké au niveau du foie, et la néoglucogénèse que vous connaissez certainement. Et donc, lorsque il y a un manque en insuline et ou une mauvaise réponse du foie à l'insuline, il y a une hyperglycémie à jeun. C'est clair? Maintenant, pour ce qui est de la glycémie postprandiale, qui est très fréquente, donc un repas riche en glucides qui est dégradé au niveau intestinal, d'accord, par les enzymes intestinales. Il est dégradé par les enzymes intestinales et donc ça fait passer, donc ça simplifie ces glucides qui sont rapidement absorbés, d'accord. Une mauvaise réponse toujours du foie qui ne permet pas de stocker également en postprandial. Les tissus périphériques, en l'occurrence les tissus adipeux et les muscles qui répondent mal à cette insuline. L'origine elle est assez multifactorielle et nous n'allons pas nous y attarder là-dessus. Et donc, l'élimination rénale qui ne se fait pas vraiment. Vous voyez, tout ça, ça peut rentrer en jeu dans une détermination de la glycémie. Et donc, si on voulait agir sur l'un de ces piliers physiopathologiques, d'abord les deux grands piliers physiopathologiques, nous allons y commencer par. Nous avons le déficit en sécrétion en insuline et nous avons l'insuline-résistance. Et donc, tout simplement, nous allons donner des médicaments qui favorisent la sécrétion d'insuline ou bien des médicaments qui luttent contre l'insuline-résistance. Ça, ce sont les deux grands groupes de médicaments connus de façon plus ou moins classique. Mais maintenant, il y a d'autres médicaments que nous allons voir. Donc, comme on l'a dit, on peut agir sur la sécrétion d'insuline par des médicaments qui font sécréter de l'insuline. On les appelle les insulinosécrétagogues ou bien les sécrétagogues. Vous avez le groupe des sécrétagogues. Ce qu'on vous demande de retenir est de savoir d'abord quels sont les groupes des médicaments et comment ils agissent. Les sécrétagogues qui font sécréter de l'insuline, c'est-à-dire au niveau du pancréas. Vous avez votre insuline, parfois il y a un problème de libération de cette insuline, il existe des médicaments, des comprimés qui font sécréter de l'insuline.
qui font pomper le pancréas. D'accord. D'autre part, vous avez donc des médicaments qui sont un peu insulinosensibilisateurs. Et des médicaments, par exemple, le médicament qui à la fois permet l'action de l'insuline au niveau périphérique et surtout au niveau hépatique. Et donc, lorsqu'il agit au niveau hépatique, il réduit la production hépatique de glucose. On connaît donc le médicament le plus connu, le médicament de choix, c'est la metformine, qui agit surtout sur la production hépatique de glucose. Mais pas que, il y a d'autres médicaments insulinosensibilisateurs, mais que nous n'allons pas donc vraiment détailler cette fois-ci. On peut également agir, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque l'on ingère un sucre lent, c'est-à-dire des glucides complexes. Il nécessite donc une dégradation par les enzymes intestinales. Et si on s'amusait à inhiber ces enzymes intestinales, ne penseriez-vous pas qu'il y aurait donc un retard de dégradation de ces glucides et donc leur passage va être un peu plus retardé et étalé dans le temps, ce qui va empêcher de déterminer ce pic de glucose ou de glycémie en postprandial. Il existe donc des médicaments, ce qu'on appelle des inhibiteurs des alpha-glucosidases, c'est-à-dire les alpha-glucosidases, on parle de ces enzymes, des fameuses enzymes situées au niveau de la bordure en brosse de l'entérocyte, qui permettent la dégradation des glucides complexes. Donc, les inhibiteurs des alpha-glucosidases, par exemple l'acarbose, qui est disponible. C'est au niveau intestinal. Et puis, en ce qui concerne la fonction endocrine de l'intestin, il existe des peptides intestinaux comme le glucagon-like peptide 1. Ce glucagon-like peptide 1, il agit lui-même de façon, si vous voulez, un peu, disons, je dirais pas paracrine, mais qui va aller au niveau pancréatique et va favoriser la sécrétion d'insuline glucodépendante, c'est-à-dire en situation d'hyperglycémie, c'est un potentialisateur. Ce qui détermine l'insulinsécrétion essentiellement, c'est le glucose. En physiologie, le glucose s'élève, il y a une insulinsécrétion. D'accord? Chez le diabétique, il existe un problème avec ce glucagon-like peptide 1 qui est sécrété par l'intestin. Il est rapidement dégradé malheureusement et donc ne permet pas vraiment d'agir. On peut donc soit inhiber sa dégradation et en inhibant une enzyme de sa dégradation, ou bien on peut l'utiliser en injectable. On peut injecter des produits qui ressemblent à ce glucagon like peptide 1 qui va donc lui-même favoriser ou potentialiser la sécrétion d'insuline lorsque la glycémie est élevée. D'accord? Et ce fait est intéressant parce que son action ne se fait qu'en présence d'une hyperglycémie. Donc ça ne va pas déterminer d'hypoglycémie. Vous voyez un autre avantage. Donc comme on a parlé donc des sulfamides, enfin des sécrétagogues, je vous ai dit, des insulinosécrétagogues qui vont sécréter l'insuline. Ensuite, on a parlé des insulinosensibilisateurs, d'accord? Il y a les inhibiteurs des alpha-glucosidases, il y a donc les actions de ce qu'on appelle les analogues GLP-1 ou le potentiel qu'on appelle incrétine. Et on va voir d'autres. Par exemple, si l'on agissait au niveau rénal. Alors si on agit au niveau rénal, il existe des inhibiteurs, des transporteurs de glucose au niveau tubulaire. C'est-à-dire même à des glycémies plus basses qu'elles ne devraient l'être, ces transporteurs ne vont pas permettre une réabsorption du glucose. Il va y avoir donc une déperdition du glucose qui va favoriser ou bien atténuer cet état d'hyperglycémie. Et c'est par la voie rénale. Donc, comme vous voyez, on a résumé un petit peu les différents traitements du diabète de type 2 par exemple en groupe. On ne les a pas tous cités. Je ne vous ai pas cité tous les médicaments. Peut-être dans une prochaine séance, nous ferons cela. Pour résumer, le diabète de type 2, il résulte à la fois d'un état d'insulinorésistance et d'un état de déficit en insulinosécrétion. Il est clair qu'il est facile ou bien il est évident d'agir sur l'une
des deux composantes va permettre d'inhiber cette hyperglycémie. Pour agir sur l'insulinorésistance, on va donner des insulinosensibilisateurs. Pour agir contre le déficit de sécrétion d'insuline, on va donner des insulinosécrétagogues, des insulinosécréteurs. Voilà, ça c'est clair pour les deux grands groupes. Maintenant, on peut agir ailleurs. On peut agir par exemple au niveau intestinal en inhibant l'enzyme qui permet de dégrader les glucides ingérés, les glucides complexes ingérés, et donc elle va retarder leur absorption. Un autre type d'action. On a également les médicaments qui inhibent la réabsorption tubulaire du glucose au niveau rénal, au niveau du néphron, après le passage, la filtration glomérulaire du glucose. Cette réabsorption au niveau tubulaire va être inhibée et donc va permettre une déperdition du glucose dans les urines et donc réduire cette hyperglycémie. Et enfin, on a d'autres médicaments qui agissent sur la fonction endocrine de l'intestin. L'intestin sécrète des peptides qui favorisent également l'insulinsécrétion. Donc on pourrait les classer parmi les insulinosécrétagogues si l'on voulait. Mais ils ont une action particulière parce que ce sont des médicaments plus ou moins hormonaux. Ces médicaments, c'est les hormones, l'une des hormones intestinales que l'on appelle le glucagon-like peptide 1. On appelle ça, ces hormones, ces peptides intestinales, on appelle ça les incrétines. Ces incrétines sont commercialisées soit sous injectable, donc un analogue qui ressemble à cette incrétine qui est injectée et qui va agir au niveau pancréatique lorsque la glycémie s'élève. Et d'autre part, on peut donner des médicaments qui inhibent l'enzyme qui dégrade les peptides intestinaux. Parfait. Ça, c'est juste pour résumer. Et on essaiera de voir la prochaine fois de façon un peu plus détaillée.